L'homme qui vous a violé. La question peut paraître étrange et pourtant elle est bien réelle. Un très grand nombre de femmes hésitent encore à porter plainte ou renoncent même à porter plainte contre leur violeur. Nos invités d'aujourd'hui ont accepté avec beaucoup de courage et de détermination de témoigner aujourd'hui dans notre émission de leur véritable traumatisme. Certaines ont porté plainte, d'autres pas. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir avec elle et avec le docteur Coutanceau qui nous fait le plaisir d'être notre invité également aujourd'hui et qui est spécialisé dans les affaires de violences sexuelles. Je propose d'accueillir tout de suite notre première invitée. Nous allons voir si elle a porté plainte ou pas. Il s'agit de Sandra. Bonjour Sandra. Vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes serveuse. Merci d'être venue témoigner aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de l'homme qui vous a violée? Beaucoup de haine, envie de vengeance, lui faire payer ce qu'il m'a fait. C'était il y a combien de temps? Il y a 6 mois. 6 mois, il n'y a pas très longtemps. Non. Est-ce que l'idée de vous venger vous a effleuré l'esprit? Oui, je voulais retourner là-bas et lui faire payer de sa vie. En fait, je risquais moi d'en payer les conséquences en faisant de la prison comme ça, donc... Vous avez renoncé? Oui. Est-ce que vous avez porté plainte? Non. Pourquoi? Non, parce qu'après m'avoir violée, la personne m'a laissé ses coordonnées. C'est curieux. Donc je ne me voyais pas dans un pays étranger où je parlais mal la langue, aller à la police, leur expliquer que je m'étais fait violer par quelqu'un que je suis censée ne pas connaître et dont j'ai l'adresse, le numéro de téléphone et tout. Alors votre histoire est assez étrange, effectivement. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. D'abord, c'était à l'étranger, c'était aux Canaries, voilà. Il y a 6 mois. Oui. Vous étiez partie un petit peu avec votre sac à dos. Donc j'ai fait 2 saisons d'été aux Canaries en tant que serveuse et je suis partie la dernière semaine faire le tour de l'île. Et pendant que je dormais en pleine nuit, j'étais sur une plage toute J'étais sur seule, une plage toute seule, voilà, éloignée de la route, éloignée de tout, puisque j'ai mis 3 heures le lendemain pour rejoindre un village. Et donc j'étais enfermée dans mon sac de couchage. Et il est arrivé, il a surgi avec un couteau en me disant je veux coucher avec... Bon, tout ça en espagnol, je veux coucher avec toi, laisse-toi faire, je te ferai pas de mal. Vous a menacé avec ce couteau, vous aviez peur? J'avais peur, oui. Il était violent? Dès que j'essayais de me défendre, je sentais le couteau de plus en plus sur ma gorge. Oui, peur et le sentiment de rien pouvoir faire. Je ne pouvais pas me débattre, j'étais complètement enfermée. Vous étiez tétanisée? Oui, oui. Le sentiment d'être toute seule aussi? Oui, toute seule, de ne pas pouvoir crier à l'aide parce qu'il n'y avait personne aux environs. Vous aviez peur de mourir? Oui, oui. Il s'est donc produit ce qui s'est produit, il vous a violé, et donc il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est ce qui m'a empêché de porter plainte jusque-là, c'est qu'après m'avoir violée, il s'est excusé. Donc c'est à ce moment-là qu'il m'a donné ses coordonnées. C'est-à-dire ses coordonnées? Son adresse, son nom, prénom, numéro de téléphone. J'ai tous ces documents que j'avais laissés aux Canaries chez un copain, puisque... Attendez, parce que c'est très très curieux, un homme qui vous viole et qui vous laisse ses coordonnées. Comment vous avez réagi quand il s'est excusé, qu'il vous a laissé son numéro de téléphone? Dans un premier temps, je ne savais pas si il était sincère ou non. Et maintenant, avec réflexion, je pense que c'était une stratégie pour lui, pour éviter à sa victime de pouvoir aller porter un témoignage et qu'il soit crédible auprès de la police. Il est resté avec vous? Oui. Combien de temps? Toute la nuit, puisqu'en fait, après s'être excusé, on a parlé... alors ça paraît incompréhensible, mais j'avais tellement peur que si je lui fasse voir que j'allais porter plainte, que j'allais me défendre, que j'en voulais tellement pour me venger, que j'ai réussi à faire face et à lui donner l'impression qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était pas grave, que je porterais pas plainte à partir du moment où il m'avait laissé la vie sauve. C'était le principal. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez passé la nuit avec cet homme qui venait de vous violer? J'avais qu'une peur, c'est qu'il lui prenne l'envie de recommencer. Mais ce qui m'a fait répondre oui à sa proposition de rester avec moi, c'est que vu que j'étais au milieu de nulle part, j'avais peur que quelqu'un d'autre m'ait vu et vienne éventuellement et recommence et subir un autre viol d'une autre personne, où j'avais peur qu'il parte et éventuellement qu'il ait des copains pas loin.
et que ce soit répété avec d'autres personnes. Donc, en le gardant à côté de moi, je me disais que Tanière, il ne pourrait pas y avoir plus de personnes qui n'iraient pas prévenir. Vous avez parlé pendant cette nuit avec lui? Oui. Vous avez parlé de quoi? Il m'a dit qu'il avait une petite fille. Il m'a dit qu'il travaillait donc sur l'île en tant que disjockey. Plein de renseignements qui font que si je vais à la police, je ne suis pas crédible. Pourquoi? Je ne connais pas la personne et je vais aller à la police et lui dire il a une petite fille. C'est ça. Mais quand vous êtes rentré en France, donc vous aviez laissé les coordonnées téléphoniques là-bas sur place chez un ami qui vous hébergeait, vous êtes parti sans. C'est ça qui vous a dissuadé de porter plainte? Non, c'est que aller dans ce pays et porter plainte là-bas, j'allais pas être crédible. Et aujourd'hui, je suis en train de mettre tout en place pour porter plainte. En sachant que la police à Toulouse, où j'habite, m'a dit qu'il y avait très peu de chances que ma plainte passe la frontière. Donc, on vous a cru quand vous avez raconté votre histoire? Oui, on m'a cru, mais c'est assez dissuasif de continuer. Parce que ça fait 6 mois quand même. Plus vous attendez, et moins votre plainte a de chances d'aboutir, non? On m'a dit que légalement, il y avait 1 an pour que ce soit reconnu. Donc là, il fallait que je me sente aussi forte pour pouvoir le faire. Parce que ça va mieux. Si je suis là ce soir, c'est que ça va mieux. J'ai eu les premiers mois difficiles et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir apporter mon témoignage, c'est d'avoir réussi à en parler à de la famille, à des amis. Vous en avez parlé à qui dans votre famille? Ma sœur en premier, c'est elle que j'ai appelée au bout de 3 jours que l'acte s'était passé. C'est Sandra qui est là. Où êtes-vous, Sandra? Valérie. C'est Valérie, pardon. Racontez-moi un petit peu. Votre sœur vous a appelé, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Donc elle m'a appelé par téléphone en m'expliquant ce qu'elle venait de subir, c'est-à-dire avec le détail du couteau, en me disant quand même malgré tout qu'elle n'était pas blessée, qu'elle n'avait pas subi autre chose. Votre première réaction, ça a été laquelle? On est effondré, on est très triste et puis on est très inquiet, très angoissé puisque la personne est loin. Pourquoi vous ne l'avez pas incité à porter plainte tout de suite? Parce que porter plainte, il faut d'abord, comme le disait Sandra, il faut avoir une certaine... avoir récupéré un petit peu, si on peut dire, entre guillemets, parce qu'il faut être cru, quand il n'y a pas d'éléments concrets, c'est très difficile. Vous n'avez fait aucune analyse, aucun... Vous n'avez pas été à l'hôpital, rien du tout? Non, pas suffisamment tôt. J'ai appelé ma sœur, justement, qui est infirmière, pour avoir ses conseils au niveau médical, ce que je pouvais faire. Donc c'est là où elle m'a incité à rentrer. Elle m'a pris rendez-vous chez un gynécologue. Et à part constater qu'il y avait eu une pénétration, mais sans marque de violence qui prouvait vraiment un viol. Est-ce que c'est ça qui vous freine finalement? Oui. Oui, de ne pas avoir le côté médical pour prouver qu'il y a réellement eu viol. Même si j'avais fait la démarche directement aux Canaries, aller voir un médecin là-bas, à part 2 petits bleus au poignet, il y avait relation sexuelle, oui, mais il n'y avait pas, du fait que j'avais le couteau sous la gorge, il n'y avait pas résistance, il n'y avait pas lutte qui pouvait vraiment affirmer que j'avais été violée. Vous culpabilisez aujourd'hui, Sandra? Aujourd'hui, non. Le premier mois, oui. Je me culpabilisais d'avoir rien tenté de faire, d'avoir préféré de vivre plutôt que de me défendre et de risquer ma vie. Eh bien, nous allons accueillir notre prochaine invitée, Hélène. Elle, pour se reconstruire, elle a eu besoin de porter plainte. Elle va nous expliquer comment elle a fait pour ne pas hésiter. Peut-être d'ailleurs, elle a hésité un petit moment, mais en tout cas, elle a porté plainte, elle a été jusqu'au bout. C'était il y a 7 ans. Hélène est aujourd'hui avec nous sur le plateau. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Vous avez la trentaine, on ne dira pas plus sur vous, puisque vous avez tenu à témoigner de manière anonyme. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à l'égard de cet homme qui vous a violé il y a 7 ans? J'éprouve de la haine, du dégoût, de la révolte. J'aimerais qu'il souffre autant qu'il a pu me faire souffrir, autant que je souffre encore aujourd'hui. Vos sentiments ont évolué depuis 7 ans à son égard ou c'est toujours la même chose? Ça s'est amplifié. C'est pire? C'est pire puisque moi, 2 maladies se sont déclarées suite à cette agression. Lesquelles? Et un diabète insulinodépendant donc, qui nécessite des piqûres d'insuline pour vivre. Une hyperthyroïdie également, donc, qui demande une médication.
Et donc tous les jours, ces piqûres me rappellent à l'ordre et me rappellent la souffrance, le crime dont j'ai été victime. Est-ce que c'est facile si tant est que ça le soit, mais de se reconstruire quand on est toujours dans ce sentiment de haine, malgré le procès, puisqu'il y en a eu un, on va en parler. Il y en a eu un, je me bats tous les jours avec moi-même. Il faut continuer à vivre pour son entourage, pour son mari, pour ses enfants, puisque j'en ai, et c'est essentiel. La vie continue, c'est essentiel, on a besoin. Il faut continuer, il faut se reconstruire, et pour se reconstruire, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels, des psychologues. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, mais très, très tard, trop tard à mon avis. Vous avez porté plainte J'ai porté plainte tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, donc c'était une évidence pour moi. Vous avez entendu Sandra, elle hésite. Encore, hein. C'est difficile, il faut passer la frontière, elle pense qu'elle n'a pas tout à fait toutes les preuves, qu'il lui a laissé son numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller, vous? Je lui conseille de porter plainte parce que même si ça n'aboutit pas, ça lui permettra de se reconstruire, elle aura fait le nécessaire, elle sera en paix avec elle-même. Il faut porter plainte, il ne faut pas... Racontez-nous ce qui s'est passé, Hélène. C'était donc il y a 7 ans, vous étiez chez vous? C'était il y a 7 ans, j'étais enceinte de 4 mois de mon premier enfant. Et j'étais chez moi un dimanche après-midi lorsque mon agresseur est arrivé, est rentré dans mon appartement. Donc, on s'est battu. Je me suis défendue, je me suis battue avec lui pendant plus de 3/4 d'heure. Et ensuite, j'ai changé de stratégie parce que je me suis aperçue que plus je criais, plus j'ai au secours, plus je me défendais, plus ça l'excitait. Donc, ce qu'ils aiment, ces hommes-là, c'est la violence. Puisqu'un viol, c'est de la violence. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'un viol, ce n'est pas un acte sexuel banal, c'est un acte sexuel avec la violence. Et donc j'ai finalement fini par céder, mais j'ai entamé la discussion. Donc je lui ai parlé de la maladie, je lui ai parlé... de quoi? C'est-à-dire, vous lui avez dit... Je lui ai dit... il me tutoyait, donc je me suis permise de le tutoyer. Je lui ai dit, mais n'es-tu pas malade? Tout en se battant, tout en me préservant. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Je lui ai dit... Ça l'a fait changer de stratégie? Pas du tout. Il avait toujours réponse à tout. Il me disait, c'est pas grave. Bon, c'était des réponses évasives qui n'étaient pas très cohérentes. Je lui ai dit, oui, mais après, tu vas me tuer? Non, non, non. Enfin bon, ça l'a quand même déstabilisé. Il est quand même resté 2 heures en totalité chez moi. Et à la fin, il n'a pas réussi à terminer son acte. Mais il était totalement détendu et moi, j'étais sur la défensive. Et détendu, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, c'est comme s'il était avec sa petite amie. C'était quelqu'un un peu le même état d'esprit que pour Sandra. Tout à fait, ce sont des gens... il m'a demandé un verre d'eau, puisque nous étions en plein été dans une région très chaude, et je lui ai dit que j'en avais pas. Enfin, il s'est servi, et il est parti comme si de rien n'était. C'est là où c'est terriblement choquant pour nous. C'est pire que la violence? La violence, on peut répondre par de la violence, mais quand quelqu'un qui n'est plus... Enfin, moi, il a toujours été violent jusqu'au bout, hein, ne serait-ce qu'avec ses paroles, ne serait-ce que d'être chez moi alors qu'il n'y était pas invité, c'est de la violence. Mais c'est troublant, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est pas possible. J'ai rêvé cet homme est rentré chez moi, il repart comme si de rien n'était, c'est là. Enfin, on est déstabilisé, mais ça n'empêche pas qu'il faut de toute façon tout de suite composer le 17 et ne pas attendre et porter plainte. C'est ce que vous avez fait, vous étiez... Souvent, on a le sentiment que les femmes qui sont violées sortent un peu du viol et n'ont pas le sentiment que ça leur est vraiment arrivé. Vous étiez dedans. On a l'impression d'être dans un autre monde. Oui. C'est sûr qu'on se dit... on a rêvé, tellement c'est dramatique et irréel. Et c'est vrai que... Et on a souvent, comme le disait la sœur de Sandra, envie de se poser, de se reconstruire un petit peu. Vous, tout de suite, vous avez décroché le téléphone? Oui, tout de suite. Tout de suite, je n'ai pas réfléchi et je ne regrette pas de ne pas avoir réfléchi parce que c'est la première chose à faire. Il ne faut pas perdre de temps. Et moi, j'ai eu la chance qu'il soit arrêté dans les 36 heures. J'ai eu affaire à des gendarmes très compétents et déterminés. Et il y en a, ils le sont tous d'ailleurs, mais peut-être plus à l'écoute que certains, parce que tous ne le sont pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été préparés. Mais ça change aussi maintenant. Voilà, mais on est là pour que ça évolue et que tous les gendarmes et les policiers de France comprennent que nous sommes des victimes et qu'on ne doit pas mettre notre parole en doute. Cet homme a été retrouvé. Il a été retrouvé. Il y a eu un tapissage dans un premier temps donc pour la reconnaissance, et ensuite il y a eu confrontation 1 an après dans le bureau du juge d'instruction. Vous étiez à côté de lui? Nous étions dans le même bureau. Lui était au milieu des 2 policiers menottés, en face du juge d'instruction, du greffier. Il avait son interprète, il avait son avocat, moi-même avait mon avocat.
Et il s'est permis de raconter une autre histoire. Donc il avait fait 1 an de prison préventive et il a raconté complètement des mensonges. Il a dit que je faisais du stop, il m'avait donc ramassé prise en stop. Je lui avais proposé de venir à la maison. Nous avions eu des relations donc à ma demande et qu'en plus je lui avais demandé de l'argent. Donc la totale. Donc il m'a traité de ce que je n'étais pas. Est-ce que le fait qu'il ait amélioré sa version des faits vous a pas fait changer d'avis quant à la plainte que vous étiez en train de déposer? Est-ce que vous avez peur qu'on ne Pas vous du croie tout, plus? mais cette journée-là, ça m'a déstabilisée et donc je n'avais pas déménagé. J'habitais toujours sur le lieu du crime et je me suis dit, ce type-là, ce soir, il sort de prison, c'est évident. Donc pour moi, ça a été une deuxième agression pour laquelle je n'ai pas pu me défendre, ne serait-ce qu'en parole. Je n'ai pas eu le droit à la parole puisqu'une confrontation, chacun donne sa version et c'est tout. Et on lui a demandé beaucoup de détails, combien de canettes de bière il avait pu boire. Et moi, j'ai trouvé qu'on ne prenait pas... Au sérieux? On ne prenait pas de gants avec la victime. On a manqué de tact et je trouve qu'il y a des confrontations qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Lorsque l'agresseur avoue, comme il l'a fait lors de sa garde à vue, je ne voyais pas l'intérêt d'une confrontation. Suite à cette confrontation, j'ai perdu 14 kilos en 1 mois puisque mes 2 maladies se sont déclarées, un diabète insulinodépendant et une hyperthyroïdie. Aujourd'hui, je suis malade parce que j'ai eu peur. Ce sont 2 maladies liées au stress. Et j'ai eu une deuxième agression cette journée-là qui a été plus terrible que la première, puisque je n'ai pas pu me défendre. Vous étiez enceinte? J'étais enceinte lors de mon agression. Comment ça s'est passé par rapport à ce bébé qui aujourd'hui a 6 ans? Il a 6 ans, il va très bien aujourd'hui. Ça a été très difficile puisque, donc, étant donné que j'étais enceinte, je n'avais pas droit aux antidépresseurs. Je suis tombée malade, j'étais assez dépressive, j'étais très mal. Et donc cet enfant, lorsqu'il est né, je n'ai pas voulu le voir. Bon, ce qui a été une réaction peut-être un peu particulière, qui a dû choquer l'équipe médicale. Mais pour moi, c'était à cause de lui, c'est terrible ce que je dis, mais à cause de lui, je n'ai pas pu avoir de médicaments. Et grâce à lui, je suis certainement encore vivante parce que je n'aurais peut-être pas pu tenir si je ne l'avais pas porté. Parce que j'ai eu des moments de découragement et des moments de détresse où vraiment j'ai eu envie de me supprimer par manque de soutien de l'entourage. Il y a eu des conséquences sur la vie de cet enfant, sur sa Oui, il y a santé? eu des conséquences immédiates. Dès sa naissance, il a développé il a développé un eczéma très très grave, c'est-à-dire que lorsque je me promenais dans la rue, les gens m'interpellaient, me disaient qu'est-ce qu'il a? Il est brûlé. C'était un diabète, j'insiste, c'était un eczéma vraiment très très grave qui se voyait. Et lorsque l'on a déménagé, donc, il avait 18 mois, dans les mois qui ont suivi, son eczéma s'est résorbé de lui-même. Et simplement, eh bien, il ressentait toute ma détresse. En fait, voilà. Comment ça s'est passé avec votre entourage, votre mari par exemple? Mon mari n'était pas là au moment des faits? Non, mon mari était absent pour raison professionnelle, mais donc il m'a tout de suite cru, il n'a jamais émis de doute. Mais il a pris beaucoup de recul, donc il prenait pour excuse son travail. Qui lui demandait d'être absent régulièrement, donc ce qui lui a permis de prendre beaucoup de recul, mais pour lui ça a été terrible puisqu'il a aujourd'hui une autre femme, pas celle qu'il a choisie lorsque l'on s'est rencontrés. Pardon. Elle est comment, cette autre femme? Eh bien, elle est dépressive, je suis plus dépressive, mais je suis sur la défensive, je suis peut-être plus agressive que ce que je n'étais, je suis hypersensible, hyper émotive. Jamais totalement confiance? Je n'ai plus confiance, en effet, mais surtout, il m'a détruite. J'ai une partie de moi qui n'existe plus, et il y a une partie qui existe aujourd'hui. Vous vous êtes battue seule face aux tribunaux. Il y a eu un procès. Après, il a été condamné à combien d'années? Il a été condamné à 14 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour en France. Docteur Coutenceau, ça doit être un séisme aussi pour les familles. Pourquoi parfois les proches n'ont pas la bonne attitude? Essayons de réfléchir. On est traumatisé aussi quand on est le proche, quand on est le mari d'une femme qui s'est fait agresser, quand on est les parents. On ne sait pas trop comment réagir. Soi-même, on est pris par son propre imaginaire et en plus, on imagine parfois ce qui s'est passé, pire, puisqu'on n'a pas subi un petit peu les choses. Donc, souvent, les proches ont des attitudes qui compliquent, qui alourdissent, qui rendent encore plus douloureux ce que vit la victime. On se sort de cette expérience ou pas? On vit avec. On vit avec, mais il faut continuer à vivre surtout. Il faut pas lui donner raison à notre agresseur. Il faut continuer à vivre. Vous pensez à lui quand il va sortir? J'espère qu'il ne sortira jamais. Le problème de ces personnes, c'est qu'ils sont en prison, mais est-ce qu'ils sont soignés? Ce sont des dangers publics qui, malheureusement,
ont violé une fois, violeront peut-être 2 fois, j'espère jamais, mais malheureusement, ce sont souvent des récidivistes et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Donc il faut essayer de faire pour que ces gens-là soient soignés ou... Voilà. C'est le cas du violeur de Marie-Ange. C'est un multirécidiviste. Elle va nous raconter son histoire. Elle a été victime d'un viol. C'était il y a 9 ans. La voici sur notre plateau. Voici Marie-Ange. Marie-Ange, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous êtes vous auteur d'un livre qui s'intitule Le viol aux éditions Flammarion. Vous avez fait également un documentaire tiré de votre expérience. Tout à fait. Et qui vous sert un peu de combat, de porte-drapeau. Vous avez été victime d'un viol il y a 9 ans. Quel sentiment vous éprouvez, vous, à l'égard de cet homme-là? Moi, je n'ai aucun sentiment. Vous avez entendu Oui, Hélène, oui, qui éprouve toujours de la haine au bout de 7 ans et encore plus fort qu'avant. Moi, je dirais que j'ai jamais eu de haine envers lui. Ma démarche pour m'en sortir, puisque le but c'est quand même de s'en sortir, a été d'essayer de comprendre pourquoi moi et pourquoi il faisait ça. Puisque c'est vrai que quand on est un cas unique, on se pose la question, mais quand on est 14 et qu'au procès on se retrouve avec 11 autres femmes qui nous ressemblent, enfin, on se ressemblait toutes plus ou moins. C'est ce qu'on appelle un serial violeur en fait. Exactement, Hein, j'ai eu besoin de comprendre qui il était. Donc j'ai beaucoup, en plus c'est vrai que je faisais le livre et puis le documentaire, donc j'ai essayé de comprendre qui il était en allant voir sa mère, en téléphonant à son frère. C'était nécessaire et salvateur pour vous de savoir qui se cachait derrière cet Parfaitement. homme-là, ce Oui, violeur-là? Ça peut paraître très très bizarre de s'intéresser autant à une personne, mais j'avais l'impression qu'une fois que j'aurais compris qui il était et pourquoi il avait fait ça et pourquoi moi, ce serait fini. Et ce qui a été le cas d'ailleurs. Vous avez porté plainte, Marie-Ange? Oui, tout de suite. Tout de suite, vous aussi? Oui, tout de suite. Vous n'avez pas hésité? Oui, j'ai pas hésité parce que ça me semblait tout à fait normal. Dans mon éducation, dans ma logique à moi, on me fait du mal, on me vole quelque chose, je porte plainte. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que vu comment s'était passé l'acte de viol, j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un cas unique. Je savais pertinemment. À quoi vous l'avez senti? À sa façon de faire, tout était très préparé, tout était très, très logique dans sa tête. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. 7h moins le quart, un soir, en rentrant de mon travail, je traverse mon parking comme d'habitude et il m'attendait avec un couteau près de l'ascenseur. Hein. Donc il avait tout préparé aussi parce qu'il n'y avait aucune raison que cette personne soit là à ce moment-là. Donc je savais que je n'étais pas la première et mon grand problème, c'est que j'avais peur de ne pas être la dernière. Comment vous avez fait, vous? Quelle tactique vous avez mis au point? La tactique, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement violent, extrêmement fort, de corpulence très forte. Donc je savais pertinemment que si je me défendais, j'allais en subir les conséquences physiquement. Donc je me suis dit, je veux survivre, il faut que j'arrive à lui faire comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Donc je discutais avec lui, on passait des pactes. Je lui faisais enlever la main en lui promettant de ne pas crier, par exemple. Je lui ai demandé si sa mère savait ça, s'il avait une petite copine, s'il croyait en Dieu, enfin tout ce qui, moi, dans ma tête, me disait mais si je lui dis tout ça, il ne peut pas continuer, il va comprendre qu'il ne faut pas continuer. Et lui, bien sûr, qui a une certaine habitude, avait une technique qui était de rassurer sa victime pour aller de plus en plus loin et en fait arriver à ses fins. Voilà. Donc nous, pendant tout le temps, enfin moi, je parle aussi au nom des autres jeunes femmes qui étaient dans mon cas, on a espéré jusqu'au bout que ça n'allait pas plus loin. C'était laisse-toi faire, je ne veux que te caresser, laisse-toi faire, je ne te tuerai pas. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que, au final, on ne m'a pas tuée, donc quelque part, je m'en suis bien sortie. Vous avez donc enquêté sur cet homme après avoir porté plainte. Il a été retrouvé. Vous vous êtes aperçu que c'était donc un homme qui avait violé. On était 14 femmes ont porté plainte en 1 an. Mais il était récidiviste, il avait déjà fait de la prison pour ça. 14 plaintes pour peut-être d'autres viols d'ailleurs, on ne sait pas. Dans les statistiques qui ne sont pas officielles, parce que c'est très difficile, c'est une femme sur 4 porte plainte. Vous comprenez les femmes qui ne portent pas de plainte, comme Sandra, qui hésite? Mais je comprends parce que, c'est-à-dire porter plainte, soit on le fait tout de suite, et alors on le fait dans un acte de réaction, on ne réfléchit pas. Et ça semble logique, on y va. Et puis après, d'ailleurs, on est perdu parce que c'est très compliqué. Et on se lance dans une procédure, on devient victime. Et devenir victime, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Et d'un seul coup, c'est très compliqué, ça va durer très longtemps. Je pense que si on ne le fait pas tout de suite, il faut quelqu'un pour nous pousser à le faire. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à son égard aujourd'hui? Rien. Rien? Non, vraiment rien. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il soit soigné en prison, voilà. C'est la seule chose, c'est que je me dise que quelqu'un prenne soin de ce type, qu'on le soigne, que quand il sorte, il ne recommence pas. Donc moi, mon sentiment, j'ai rien. Je connais son passé, puisque bien sûr... Qu'est-ce qui vous a étonné d'ailleurs dans l'enquête que vous avez faite sur lui? Il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué? Non, étonnée, non. J'ai été beaucoup touchée par sa petite copine.
à l'époque, parce qu'il avait une amie à l'époque qui avait à peu près le même âge que nous, qui nous ressemblait beaucoup. Donc j'étais très touchée pour elle, parce que c'est vrai, quand je l'ai eu au téléphone, c'est une victime comme nous, parce qu'elle n'était au courant de rien du tout, et qu'elle a appris ça, que ça lui est tombé comme ça. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu porter plainte, n'avait pas eu de procès, et qu'elle était aussi victime comme nous. Donc ça m'a touchée. Par contre, les relations qu'il avait avec sa mère, les policiers m'en avaient parlé. J'en avais entendu parler au procès, donc je n'ai pas été étonnée. Son frère m'a aussi beaucoup touchée parce que lui a réussi à couper les liens avec sa mère, parce que c'est souvent le problème des psychopathes, c'est qu'ils ont un problème avec leur maman. Mais à quoi vous vous attendiez? Parce que vous disiez tout à l'heure, je voulais savoir pourquoi moi, et qu'est-ce qu'il avait de si spécial finalement? Parce que c'est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'a rien de spécial. Voilà. Et justement, quand on apprend qu'il n'y a rien, est-ce que c'est salvateur ou finalement c'est ça qui vous coule aussi quelque part un peu? Non, j'ai compris, voilà, moi c'était comprendre. On va accueillir notre prochaine invitée, Amandine. Elle va nous dire si elle a compris la psychologie des deux personnes qui l'ont violée. C'était il y a moins de 2 ans et elle a renoncé à porter plainte aujourd'hui contre ces 2 hommes. Elle va nous expliquer pourquoi elle a renoncé à cela. Je propose d'accueillir Amandine. Bonjour Amandine, vous avez, vous, environ 25 ans, vous souhaitez aussi témoigner de manière anonyme. Vous avez donc été violée par 2 hommes il y a un petit peu moins de 2 ans. Quel sentiment vous éprouvez à leur égard? En fait, pour moi, c'est encore très, très confus. Je voudrais dire qu'on a également trafiqué votre voix pour que... Oui. Vous avez peur d'eux? Il faudrait peut-être que je situe un peu le contexte. Alors racontez-nous. Moi, j'ai été violée par 2 hommes, dont un avec qui je travaillais et un qui était un ami à lui. J'ai été droguée, donc j'ai pas de souvenirs déjà, j'ai pas de mémoire, j'ai des flashs, mais j'ai pas de souvenirs clairs de ce qui s'est passé. Et puis, c'est un contexte très particulier. Je suis restée travailler avec cette personne pendant des mois et des mois. J'ai été sous une forme d'emprise dont je ne pouvais pas sortir, d'enfermement psychique total. C'est-à-dire que vous avez continué à travailler avec cet homme-là tout en renonçant à porter plainte contre lui? J'étais dans un état, je ne sais pas comment expliquer... Quand ça s'est passé, pour moi, j'étais dans un bar avec des gens, tout d'un coup, j'ai un trou noir. Ensuite, je me suis réveillée, il y avait un homme qui dormait à côté de moi, un homme que je connaissais depuis à peine 1 mois et avec qui je travaillais. J'ai des flashs qui me sont revenus, donc je sais ce qui s'est passé. L'autre était parti, j'étais juste avec la personne avec qui je travaillais. Et comme son attitude, dès que moi je me suis réveillée, ça a été de complètement retourner la situation. C'est-à-dire, il vous a dit quoi? C'est-à-dire qu'il m'a traitée comme si j'étais une... Vous aussi. Effectivement. Il a acheté mes sous-vêtements sur le lit. Il m'a dit de me rhabiller. Dans toute son attitude, c'était moi qui étais coupable. Vous avez été tentée de le croire à un moment? Ah, mais plus que tenter de le croire. Je l'ai complètement cru pendant des mois. Vous avez tout de même réussi quand même à porter plainte contre X, pas contre eux, ce qui est très différent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé donc pendant presque 1 an avec cette personne. Ça a dû être terrible, vous le voyez tous les jours. Enfin, il y a eu une période où j'ai arrêté de travailler pendant 1 mois. Et là, j'ai pu prendre le recul nécessaire, en fait. Et là, ça a été comme un réveil. C'était comme si je dormais depuis des mois et des mois, quoi. Et donc, là, c'est remonté, quoi. Comme si je me réveillais, que tout d'un coup, je me disais, c'est la réalité, quoi. Alors, comment ça s'est passé, cette confrontation avec eux, finalement? En fait, au départ, moi, j'ai juste posé une main courante. Je voulais continuer à travailler parce que pour moi, aussi, il fallait que je m'accroche socialement à ce qu'était ma vie parce que psychiquement, j'étais détruite complètement. Donc, pour moi, c'était hors de question de démissionner. Je voulais clarifier ça et essayer de le régler de mon côté. J'avais l'utopie que... Déjà, j'ai eu l'utopie pendant des mois que je pouvais vivre sans, que c'était pas grave, que je pouvais l'oublier, que c'était le temps qu'elle a arrangé les choses.
Et après, j'ai eu l'utopie de pouvoir me reconstituer tout en continuant à travailler avec cette personne. Donc j'ai juste posé une main courante. Et là, le policier m'a dit qu'il y avait peut-être une dernière chance de prouver en faisant des tests de cheveux. Pour prouver que vous aviez été droguée voilà. ce jour-là. Sauf que théoriquement, au bout de 4 mois, on ne trouve plus de traces dans les cheveux. Là, ça faisait plus de 9 mois. Ça faisait 10 mois à peu près. Donc, en fait, il n'y avait plus aucune preuve tangible, sauf votre parole contre la leur. C'est ça que vous dites. En fait, ce qui est très dur pour moi dans cette histoire, c'est que quelques jours après que ce soit passé, pour moi, c'était manifeste que j'avais été droguée. J'ai appelé mon médecin pour lui demander ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit d'aller à l'hôpital faire des tests d'urine. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que dans les urines, en 12 à 24 heures, il n'y avait plus aucune trace. Et comme ça faisait 3 jours, ils m'ont dit « On est vraiment désolé pour vous, mademoiselle, mais on ne peut rien faire ». Donc moi, c'est à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital que je me suis dit, bon, ben, comme je ne pourrai jamais rien prouver, c'est pas la je peine mets de mon continuer. mouchoir dessus et j'essaye de vivre en l'oubliant. Alors qu'en fait, si à ce moment-là, j'avais fait des tests de cheveux, j'aurais pu le prouver. Vous auriez pu prouver. Voilà. Donc il y a eu une confrontation qui ne s'est pas très bien passée. Voilà. En fait, j'ai porté plainte contre X parce que je ne voulais pas porter plainte, mais que c'était la seule façon de justifier des tests de cheveux. C'est-à-dire que c'est des tests qui coûtent cher et on ne les fait pas s'il n'y a pas de plainte. Donc j'ai porté plainte, mais je ne savais même pas qu'il y aurait une enquête. On m'a dit porter plainte contre X, c'est une façon de porter plainte sans qu'il y ait de démarche. Donc finalement, je me suis retrouvée à une confrontation que je n'avais pas voulu, qu'on ne m'avait même pas expliqué qu'il y aurait. Et la confrontation, ça a été l'horreur totale, quoi. Ça a été pour moi encore pire que l'agression, quoi. Ils ont recommencé dans le... Ça a été mon procès, c'est-à-dire que je suis... C'était vous et pas eux, quoi. Voilà, moi j'y étais dans un espoir de reconstitution en me disant je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire et je pensais que le policier était là pour me défendre, pour me protéger, même s'il n'avait pas de parti à prendre. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, il y avait des témoins, ils n'ont pas pu nier ce qui s'était passé, mais ils ont complètement retourné la situation. Donc, dans leur déposition, moi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une drogue qui est euphorisante. Pour les témoins, je l'ai lu dans beaucoup d'articles, les témoins pensent souvent que les victimes c'est une drogue qui s'appelle GHB. On pense souvent que les victimes de ce type de drogue sont consentantes puisqu'elles sont euphoriques, elles ont l'air de s'amuser. Oui, en fait, sauf que la elles n'ont conscience plus le est contrôle, bien complètement sûr, éteinte. d'elles-mêmes. Marie-Ange, quand vous entendez le témoignage d'Amandine, comment vous réagissez? Vous qui vous êtes battue et qui vous continuez à vous battre à travers le livre que vous avez écrit et le documentaire. Je comprends que ce soit très dur de porter plainte dans ce cas-là. Et de devoir prouver aussi. Oui, mais alors c'est ça qui est le monde à l'envers, c'est que c'est à soi, victime, de prouver qu'il y a un criminel. Or, ça devrait être quand même peut-être au criminel de prouver que non, il n'est pas criminel. Enfin, moi, ça me semble complètement fou. Et c'est surtout ce pouvoir que ces deux hommes ont et continuent à avoir. Et je me dis, s'ils utilisent ce genre de drogue, c'est qu'ils la connaissent. Enfin, il a peut-être une chance, entre guillemets, c'est qu'il l'ait fait sur d'autres personnes et que d'autres personnes se réunissent pour porter plainte contre eux. Ce serait peut-être la seule façon de pouvoir dire que c'est vrai. Parce que je suppose que quand on utilise ça, enfin moi je ne savais même pas que ça existait, donc c'est qu'ils doivent savoir quelque chose et qu'ils doivent... C'est sûrement pas leur premier coup et c'est peut-être pas le dernier. Je crois qu'en effet, on ne facilite pas la tâche des victimes. On a un long parcours à suivre et on ne nous aide pas dans les démarches administratives, on n'est pas bien renseigné, on ne sait pas ce qu'on doit faire. L'agresseur, lui, on se déplace, il a des psychologues à disposition en prison, il a le procureur de la République qui va lui présenter le procès. Nous, personne ne nous explique comment le procès se passe. Enfin bon, il a des gens à sa disposition, on est là pour le soutenir, pour l'aider. Et nous, on est seuls chez nous, face à nous-mêmes. Et si on ne bouge pas, eh bien, on sombre. Et donc il faut bouger et il faut aussi que les associations soient un peu plus connues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne connaît pas les associations, il existe SOS Viol, il existe plein d'autres associations, mais qui ne sont pas dans le beau teint. Donc on ne sait pas à quelle porte frapper pour les connaître. Ça ne se trouve pas dans les commissariats. Docteur Coutenceau, quand vous entendez le témoignage d'Amandine qui dit moi j'ai travaillé pendant 1 an avec mon violeur alors qu'elle n'avait pas porté plainte et qu'elle n'a toujours pas porté plainte contre lui, qu'elle s'est défaussée en disant
disant c'est elle qui a provoqué. Ça arrive souvent, c'est plus difficile de se reconstruire quand on a ce type de rapport avec l'homme qui vous a violé. Alors là, je crois que dans ce témoignage, et ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que dans une affaire d'agression sexuelle, plus on porte plainte tout de suite, mieux la justice peut s'en saisir. Mais il faut aussi comprendre ce que ressent une femme qui vient d'être agressée. Parfois, ce qu'on a envie de faire, c'est pas forcément d'aller au commissariat et de subir un certain nombre d'examens. Mais alors, dans les affaires, effectivement, où la plainte vient plus tard, et puis là, je crois que c'est tout à fait cette situation, on voit que on est dans une logique, comme on dit, témoignage contre témoignage, et donc la victime est confrontée à cette difficulté d'avoir à prouver effectivement sa sincérité dans une situation... Mais comment est-ce qu'on peut prouver sa sincérité quand non seulement on n'a pas porté plainte au début, qu'on n'a pas les preuves, et qu'en plus on a continué à travailler avec un homme qui dit non, c'est pas moi, c'est elle finalement. Ça doit être terriblement difficile pour vous de prouver ce genre de choses. C'est quasiment mission impossible. Je crois que là, effectivement, au-delà de la molécule, c'est un viol par manipulation. Et donc, bien sûr, chacun le comprend. La manipulation est une des choses qui est le plus difficile à prouver. Ça suppose effectivement que le parquetier, c'est-à-dire le magistrat qui poursuit effectivement a une volonté d'aboutir. Ça suppose que les brigades spécialisées de police sont spécialisées dans le problème d'agression sexuelle. Ça suppose que les experts dont je suis au fond font un travail très ciselé pour, je dirais, confirmer la bonne foi de la victime. C'est vrai que quand il y a eu manipulation, en termes judiciaires, en termes humains, on est dans une justice humaine. Effectivement, je crois que c'est souvent difficile et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour les victimes. On a vu tout à l'heure le traumatisme clinique, la dépression, les conséquences somatiques pour Hélène, le temps un petit peu de sidération, mais je crois que le traumatisme psychologique avec tous ces aspects, la culpabilité subjective d'avoir été mêlé à ça, d'avoir subi l'emprise, d'avoir été réduit à une position de passivité, d'avoir été manipulé. Voilà, dans mon expérience, les émotions humaines dont on a le plus mal à se déprendre. Mais vous lui conseilleriez quand même de continuer ? Je crois que si j'ai un conseil très concret, puisque je suis expert national, je pense qu'effectivement, dans cette affaire difficile, il faut ne pas hésiter à demander aux magistrats des experts hyper spécialisés qui analyseront un petit peu son témoignage et pourront l'appuyer, effectivement, parce que... Qui se passe en plus dans le cadre du travail, ce qui n'est pas évident. Paradoxalement, regardez comment vont résonner les préjugés sociaux. On se dit, mais elle a travaillé en plus avec cet homme des années après. Et donc, on voit qu'effectivement, le doute s'insinue aux dépens du témoignage de la victime. Et c'est ça qui est atroce, un peu, je dirais, même après l'agression. Eh bien, nous allons maintenant recevoir Élodie. Elle a été victime d'un viol à l'âge de 19 ans. Elle va nous expliquer comment elle a réagi après. Je vous propose de l'accueillir. Voici Élodie. Bonjour Élodie, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes hôtesse de caisse. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à l'égard de celui qui vous a violé ? Je rejoins en grande partie ce qu'on a dit précédemment, Hélène, oui, un peu beaucoup de haine. Mais c'est bizarre, je suis assez haineuse pour ce qu'il a fait à ma mère. C'est-à-dire ? Parce que c'est quand une personne est violée, ça ne nous atteint pas, juste nous, ça n'atteint pas que la personne à qui c'est arrivé. Il faut savoir qu'il y a tout l'entourage qui subit ça, à moindre mesure, bien sûr, mais moi, voir ma famille dans cet état-là, ça fait mal. C'est assez douloureux quand même. Vous avez le sentiment que votre maman a été encore plus touchée que vous ? Oui, bien sûr, parce qu'elle s'est sentie responsable, bizarrement. Elle habite à Nice, moi j'étais à Paris et elle m'a toujours dit, enfin les premiers temps, après on en a beaucoup discuté. Si j'avais été là, ça ne serait pas arrivé ? Voilà, c'est l'instinct maternel, la protection. Et moi je l'incitais à aller voir un psychologue pour qu'elle aussi, elle surpasse tout ça. Et heureusement, maintenant ça va beaucoup mieux. Et tant mieux. Vous avez porté plainte ? Oui. Tout de suite ? Tout de suite, la nuit, aussi, 2 heures après. Instantané, vous n'avez pas hésité ? J'ai hésité on va dire une heure après, puisque quand je suis rentrée, il m'a menacé de mort en fait. Il m'a dit si tu parles, je te tue. Donc on est tenté de le croire et on a assez peur quand même. Et donc là, j'ai appelé une amie qui, elle, a appelé la police pour moi. Et après, effectivement, une fois que c'est lancé, on ne s'arrête pas. Et puis c'est nécessaire de porter plainte parce qu'à la fin, quand il y a un procès,
moi, je me sens bien après un procès. Ça vous a reconstruit. Donc Oui. c'était il y a 5 ans. Vous avez été victime, vous, d'un serial violeur également, comme Marie-Ange. Ouais. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Bien, alors, à l'époque, je travaillais dans un hôtel, donc je prenais le métro vers minuit pour rentrer chez moi. Et à la sortie du métro, j'ai remarqué un homme qui regardait un peu partout en cherchant quelqu'un ou quelque chose. Donc j'ai continué à marcher tranquillement. Et là, je me suis aperçue qu'il m'a suivie. Donc j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Et là, la première réaction que j'ai eue, c'est de m'arrêter, de me dire comme ça, il va voir que j'ai repéré. Donc il va continuer son chemin. Effectivement, il a continué son chemin. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je ne suis plus du tout en danger. Après, j'ai emprunté la rue qui mène là où j'habitais. Et il est arrivé en courant derrière moi et il m'a simplement accosté en me disant, je veux juste te parler, n'aie pas peur. Donc je ne me suis pas méfiée et on a parlé. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est de m'arrêter devant chez moi. Et je lui ai simplement dit, je suis très fatiguée, j'ai cours demain et je retravaille demain soir, donc j'aimerais aller me coucher. Et là, il a commencé à devenir un peu plus agressif et il m'a dit, je veux qu'on parle, tu peux bien me donner 5 minutes de ton temps. Donc j'étais repartie pour ça, pour reparler un petit peu. Et après, j'ai tapé mon code et je suis rentrée à l'intérieur de mon immeuble. Et là, il a poussé la porte de l'immeuble. Et c'est là où ça a mal tourné. Donc, il m'a fait enlever mon manteau déjà. Donc là, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, c'est juste pour voir. Et après, donc, il m'a fait sortir tout ce que j'avais de mes poches. Il m'a volé mon argent, ma carte orange. Et après, il a commencé donc, à dire, ça fait 5 ans que je n'ai pas touché de femme. Et donc, j'aimerais bien que tu me fasses plaisir. Et voilà. Vous avez donc porté plainte contre lui. Je crois que vous avez aidé la police à le rechercher. Oui, parce qu'on m'a appelé un mois après pour faire une confrontation, en fait, une parade d'identification, comme ils appellent ça. C'est comme dans les films. Oui. On vous met derrière une glace sans teint avec 5 individus avec des numéros autour du cou. Il faut le reconnaître. Vous l'avez reconnu? Non, il n'était pas là la première fois. Et donc, c'est là où j'ai appris qu'on n'était pas 2, mais qu'on était 7 maintenant. Donc, en l'espace de 3 mois, il avait fait 7 victimes. Et c'est là où je me suis sentie responsable pour les autres victimes. Mais j'ai demandé ce que je pouvais faire parce que je me sentais responsable pour les autres. Pour celles à venir ou les autres pour celles passées? Oui, pour celles passées, parce que moi, quand j'ai porté plainte, on n'était que 2. Et donc, quand à la parade d'identification, on était devenus 7. Donc, il en avait fait plus. Je ne vous ai pas demandé non plus, Marie-Ange, et vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est différent quand on est victime d'un serial violeur ou quand on est victime d'un violeur unique? En tout cas, pour moi, quand j'entends d'autres... La souffrance, c'est la même pour toutes. Peu importe que ce soit un cas unique, la souffrance et les conséquences derrière sont de toute façon dramatiques. C'est vrai que quand au procès, on est assez nombreuses, c'est rassurant quelque part. C'est rassurant. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mot culpabilité est revenu assez souvent. Et chez la victime, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que là, on l'a à tous les niveaux. C'est-à-dire, on se sent coupable parce qu'on ne s'est pas défendu. On se sent coupable pour celles qui sont passées après nous. On se sent coupable pour celles qui vont venir. Et on continue même aujourd'hui, je ne sais pas si le tien, je peux me tutoyer, est toujours en prison, mais on se sent encore coupable pour éventuellement les futurs. C'est-à-dire qu'être victime, c'est avoir ce sentiment de culpabilité du début à la fin. Alors même si on arrive, grâce souvent aux psychologues ou aux psychiatres qui expliquent les choses, à enlever un des sentiments, et même coupable de faire souffrir ses parents. Moi, pendant longtemps, je me suis sentie extrêmement coupable d'avoir fait souffrir mes parents autant. Plus maintenant, parce que, évidemment, j'ai réussi à me reconstruire et à faire le deuil de tout ça. Mais ce sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui vous colle à la peau et vous n'arrivez pas à vous en sortir comme ça. Ça vient d'où, ça, docteur Coutançon, ce sentiment de culpabilité? C'est parce qu'on est une femme, c'est le viol, c'est quoi? On voit que dans certains des témoignages, la culpabilité vient d'un espèce de comportement du violeur qui est une manipulation, qui, au fond, traite la femme comme si elle était une prostituée qui avait accepté, comme si c'est simplement une aventure. Donc la culpabilité a une racine réelle dans la manipulation de cet agresseur qu'on ne connaissait pas. Et puis aussi, à un niveau plus profond, je crois qu'il y a une souffrance atroce. Pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi j'ai été mêlé à ça? C'est-à-dire qu'au fond, comme on ne comprend pas, ça, c'est un des éléments archaïques de l'être humain. Souvent, comme on ne comprend pas, on a l'impression qu'on y est pour quelque chose. Bien évidemment, cette culpabilité est subjective, on n'y est pour rien.
C'est la faute de l'autre, c'est la pathologie de celui qui agresse. Et ce que je voudrais dire, et votre émission, je dirais, le démontre très bien, dans notre expérience, dans notre consultation spécialisée, il y a des années, on n'avait que des thérapies individuelles. Et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de dynamique, de proposer à celles qui le souhaitaient de s'écouter les unes les autres. C'est finalement... Qu'elles aient été victimes du même violeur ou pas. Ou pas, bien sûr. Donc de faire des thérapies de groupe où effectivement, chacune, je dirais, peut profiter de la manière des autres de se distancier, de se décaler, de comprendre. Donc elles s'aident les unes les autres et c'est une grande dynamique, même si parallèlement on a un espace thérapeutique propre. Là, je crois que le sens du témoignage permet à chacune de se dégager un petit peu de la souffrance de l'agression sexuelle. Élodie, vous, est-ce que vous avez compris votre violeur ? C'est un serial violeur et vous n'avez pas été la seule victime. Marie-Ange disait tout à l'heure, j'ai au moins tenté de comprendre, j'ai compris. Est-ce que ça vous a aidé ? Je crois pas que j'ai... non, moi j'ai toujours du mal à comprendre parce qu'il y a eu un premier procès, il a eu 17 ans de prison, mais il a fait appel. Il a fait appel tout en ayant avoué pour certaines victimes, pas pour toutes les filles, mais pour certaines victimes. Donc il nous a fait revenir une seconde fois. Et là, on était encore à sa merci. C'était lui qui choisissait de nous faire revenir. Mais ça, c'est effroyable, parce que revenir une deuxième fois, tout redire, le revoir, supporter son choix encore, je crois que c'était trop. Moi, je ne veux pas le comprendre. Je ne veux pas le comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, il est récidiviste. Il a été déjà condamné une première fois. Il avait 17 ans quand il a été condamné. Il a recommencé. Combien, là ? Il avait pris 5 ans de prison parce qu'il était mineur. Il a recommencé en période de semi-liberté à violer. Je ne peux pas le comprendre. Et là, il a pris combien ? 19 ans. 19 ans. 19 ans de prison, oui. Est-ce que l'idée du pardon ou de l'oubli vous a déjà traversé l'esprit ? Pardon, non. Non. Pardon, je reviens toujours parce qu'il n'a pas fait souffrir que moi, donc non. Je ne pourrais pas pardonner. C'est un acte gratuit, on ne peut pas pardonner ce Hélène, genre. vous ne pourriez pas ? Non, pas du tout. Je ne lui pardonnerai jamais. Non, mais il faudrait Et on aussi peut que la pas non personne plus ait envie de oublier. se faire pardonner. C'est ça le truc. Oui, c'est ça aussi. D'abord, il y a deux choses. Il faudrait qu'ils demandent pardon, ce qu'ils ne font pas. Ou alors, s'ils le font, c'est dans le cadre du procès et c'est bien calculé. Et puis, de toute façon, donner son pardon, pourquoi, comment, enfin, ça n'a pas de sens. Pour une victime, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non. Et ça ne peut Peut-être pas pour la aider à se famille. reconstruire. Vous savez qu'il y a tout un mouvement aux États-Unis de pardon pour les Mais victimes. souvent, c'est la famille qui a besoin, qui a besoin de haïr, qui a besoin de pardonner, des choses comme ça. Surtout quand la victime n'est plus là et a été tuée. Mais en tant que victime, Je crois Nous que sommes vivantes pour en parler, mais il faut penser à toutes celles qui ne survivent pas à leur agression. Il y a énormément de femmes qui meurent suite à un viol. et qui Donc, se suicident après, parce que se les chiffres suicident, sont assez dramatiques aussi. Hein. Vous avez des chiffres ? Il me semble, après pour avoir entendu, mais je n'ai rien d'officiel, donc je ne voudrais pas qu'une femme sur 5 attente à sa vie. Ce qui est énorme. Docteur Coutenceau, cette idée de pardon, d'oubli, de deuil en fait d'un acte, c'est quelque chose d'intelligible ou pas du tout ? Je crois que le meilleur mot est le deuil. On a vu à travers les témoignages que souvent c'est un temps nécessaire, pas pour toutes, de haïr. Haïr, c'est se mettre en position d'acteur, c'est prendre sa revanche. Des fois, cette agressivité, elle vient dans les rêves, où effectivement, dans le rêve, par exemple, on se défend, on tape sur son agresseur. Mais évidemment, la haine, au fond, cristallise un peu la passion. On est obsédé encore par ce qu'on a subi. Et je dirais que petit à petit, si on peut arriver, pas à une certaine indifférence, mais je le dirais autrement, à passer à autre chose. Il faut, au fond, épuiser toutes ces sensations atroces qu'on ressent dans le fait d'avoir été violé pour recommencer finalement à investir tout le reste de la vie. C'est possible comment, ça ? C'est possible, au fond, c'est le thème de mon ami Boris Cyrulnik, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être résilient quand on a subi quelque chose d'hors norme, d'atroce? Eh bien, je crois qu'on peut s'aider les uns les autres, je dirais les unes les autres. Hélas, c'est souvent des femmes, il y a des hommes violés, mais effectivement, le plus souvent, c'est des femmes. Donc, je crois qu'il y a l'écoute mutuelle, il y a écouter les témoignages, qui fait que, au fond, on profite de celles qui semblent s'en sortir, qui se sont dégagées. Mais je crois que l'idée, c'est ça. Faut, au fond, épuiser, user
toutes ces émotions qu'on a entendues, la culpabilité, l'agressivité, le malaise de ne pas être soutenu par ses proches, toutes ces émotions, au fond, qui continuent à détruire, à désorganiser la vie de la victime des semaines, des mois après l'agression. Et au fond, dans les meilleurs des cas, au fond, c'est l'intensité des émotions s'épuise. Et puis tout d'un coup, on sent que, sans oublier, il y a comme une cicatrice, c'est encore douloureux, mais une cicatrice qui commence un petit peu à être propre, un petit peu, si vous me passez cette expression un petit peu chirurgicale, pour recommencer à réinvestir tout le reste du monde, c'est-à-dire ses relations, ses proches qui nous ont aidés, être dans une nouvelle situation amoureuse, c'est-à-dire pouvoir réinvestir la vie. Donc je crois que le gros du travail, et c'est long parfois, c'est de pouvoir se dégager, ne plus être obsédé un peu par c'est un véritable abcès émotionnel. On pourrait prendre aussi là une image un petit peu chirurgicale. Hein, c'est du pu émotionnel, et de pouvoir un petit peu s'en dégager pour pouvoir revivre. Sandra, le docteur Coutanceau disait tout à l'heure que c'était important dans les associations, les groupes de parole, de rencontrer d'autres victimes. Aujourd'hui, vous en avez rencontré qui ont une histoire bien sûr différente de la vôtre, mais dont beaucoup ont porté plainte. Est-ce que ça vous incite à accélérer la procédure que vous n'avez toujours pas entamée au bout de 6 mois? Si, bon, moi, porter plainte sur le moment, c'était pas possible, j'étais loin de tout. Hein. Et aujourd'hui, oui, et comme si j'ai commencé les démarches, c'est comme le disaient les autres victimes, c'est dans le but de protéger les prochaines, parce que c'est un complot, donc je pense qu'il y en aura d'autres, si ça n'a pas déjà été fait, et de pouvoir apporter un témoignage qui ferait que il serait puni pour les crimes qu'il a fait, quoi. Pour les autres plutôt que pour vous, en tout cas pour vous sauver. Pour moi, j'ai pas de preuve médicale qui puisse justifier que ça a été un viol, donc je peux qu'espérer, c'est malheureux à dire, qu'il recommence ou qu'il ait déjà fait pour que mon témoignage puisse servir. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, témoigner de ce traumatisme, en espérant que ça servira à toutes celles qui nous regardent, peut-être aujourd'hui, qui sont aussi concernées, peut-être, et qui ont du mal à savoir si elles doivent ou pas porter plainte. Merci en tout cas de vos témoignages. Merci au docteur Coutanceau de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à très bientôt. Merci.